Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'îleaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter 101 dans lequel je te présente Senjutsu Bataille pour le Japon, qui est un jeu de duel, un jeu qui se joue à deux. Ils disent qu'il peut aller jusqu'à 4, il y a également un mode solo que j'ai pas essayé. Mais c'est un jeu qui peut jouer principalement à deux, mais que tu peux avoir un mode en équipe pour jouer 2 contre 2. Je ne l'ai essayé qu'à 2. Je suis un grand fan de ce type de jeu-là, je suis un grand fan de l'histoire du Japon et tout ça, fait que c'est un jeu qui me parlait énormément. Fait que dans ce jeu-là, les joueurs vont se construire un deck là, à la Marvel Champion, à la Magic, à la Lorcana, etc. Et ils vont sur un plateau de jeu s'avancer, jouer leurs cartes pour déplacer leurs combattants, essayer de manœuvrer sur ce plateau de jeu-là pour infliger des blessures à l'adversaire, évidemment, et vont éventuellement le mettre hors de combat. Donc, comme d'habitude, je t'indique comment on installe le jeu, je t'explique comment on y joue, je l'espère clairement, et je reviens à la fin te dire ce que j'en pense. Au niveau de la mise en place individuelle, chaque joueur va avoir un deck de cartes qui représente les actions possibles pendant la partie. Ce deck-là, je reviendrai dans un autre segment pour expliquer la façon de construire le deck. Pour l'instant, on se contente de le placer. Chaque joueur va également avoir une carte qui représente le samouraï qu'on a choisi, ou le combattant qu'on a choisi plutôt, et une figurine qui représente, dans ce cas-ci, j'ai pris le Ronin de mon côté. La carte va avoir différents détails, va avoir l'initiative du personnage, va avoir sa valeur de carte en main et sa valeur de blessure possible. On va également avoir une carte de Kama. Sa carte de Kama, on va avoir un petit jeton d'une couleur de notre choix parmi les couleurs proposées dans le jeu qu'on va aller placer sur la case de départ de cette carte-là. On va également avoir un autre pion qui vient avec cette carte-là qu'on va aller avoir à placer sur la piste avantage. On va y revenir dans quelques instants. Chaque joueur va avoir également des cartes de base qui vont être déterminées par la composition du deck qui va avoir construit. Les cartes de base sont identifiées avec une base rouge dans le bas et avec le mot-clé base juste en dessous de la carte, du nom de la carte. Ces cartes-là sont toujours dans la main du joueur. Une fois qu'on a fait cette petite mise en place-là, le joueur peut piger son nombre de cartes de main de départ. Sa valeur est ici, donc je vais piger 5 cartes pour commencer la partie que je vais ajouter à ma main. Je le précise, la valeur de 5 cartes en main ne tient pas compte des cartes de base qu'on va toujours ajouter. Fait que certains personnages peuvent avoir 3 cartes de base qu'on va ajouter à notre main. Et quand on a fait ça, on est prêt à commencer la partie de notre côté. Notre adversaire fait la même chose et ensuite on va passer à la mise en place générale. Pour faire la mise en place du plateau principal, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller placer notre plateau avantage, qui est cette petite tuile-là sur le côté du plateau. Pour savoir qui a l'avantage, on va regarder la valeur numérique, la première qui est indiquée sur les cartes de chaque joueur. Moi, j'ai une valeur de 27. Mon adversaire a une valeur de 85. C'est donc mon adversaire qui va commencer avec l'avantage. On va aller placer les jetons comme ça sur le petit plateau pour représenter les deux joueurs. Je précise que ce ne sont pas les jetons qui viennent avec le jeu. Les jetons qui viennent avec le jeu, ce sont les petits cercles qui étaient punchés dans cet anneau-là, que j'ai évidemment acheté quand j'ai déballé le jeu pour la première fois. Fait que je les ai remplacés par autre chose. Une fois qu'on a déterminé qui a l'avantage, on peut faire le reste de la mise en place. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va installer notre tuile de combat, la tuile où on va avoir notre duel. Dans ce cas-ci, on a 2 tuiles qui viennent dans le jeu. Il y a le pont et cette tuile-là. J'ai donc placé cette tuile-là. Et les joueurs en ordre d'avantage, donc en commençant par le joueur rouge, vont les placer des éléments de décor. Quel élément de décor on va placer? C'est les joueurs qui choisissent avant de commencer la partie. Quels éléments ils veulent choisir? Par exemple, moi j'ai pris ces éléments-là. Il y en a d'autres qui existent. Des fois ce sont des figurines, des fois ce sont des espèces de standees en carton coloré. Il y a de toutes sortes d'éléments de décor. Les figurines, je précise que moi j'ai une version magasin. Fait que tout ce que vous voyez, vous l'avez dans la version magasin. Une fois qu'on a déterminé les éléments de décor, en commençant dans l'ordre d'avantage, les joueurs vont aller placer un à la suite de l'autre les différents éléments de décor un peu partout sur le plateau de jeu, puis on va continuer comme ça jusqu'à temps que tous les éléments de décor sur lesquels on s'est entendu soient placés sur le plateau. Une fois que ça c'est fait, les joueurs vont pouvoir les placer leurs figurines en commençant cette fois-ci par ordre d'avantage inversé. Fait que par exemple, mon adversaire pourrait dire qu'il se place là. Fait que moi, je dois aller me placer de l'autre côté en face de lui pour qu'on commence sur les 2 extrémités du plateau.
Fait que ça va être pour les règles de placement initiales. Ce qui reste à placer, c'est pas grand-chose. On a quelques cartes à placer sur le côté. Fait que des cartes blessures, entrave, étourdissement, ainsi qu'une carte de poison pour certains scénarios. On va avoir des jetons de focus qu'on va se garder dans une réserve près du plateau. Et on peut distribuer des cartes d'aide de jeu à chacun des joueurs. Une fois que ça, c'est tout fait, bien, on est prêt à commencer notre partie. Comment gagne-t-on une partie de Sun Jutsu? Bien, c'est en éliminant son adversaire. Il y a deux façons d'éliminer son adversaire. Premièrement, il y a les cartes étourdissement. Certains effets de jeu, si on pousse son adversaire dans un décor, dans la plupart des décors ou en dehors du plateau, si on a certains des effets de cartes qui vont étourdir l'adversaire. Étourdir l'adversaire, ce sont des cartes qu'on va aller mettre dans la main de son adversaire. Donc, si je me fais étourdir, je vais aller prendre l'une de ces cartes-là que je vais ajouter à ma main. Ma limite de cartes en main est toujours la même. On se rappelle que les cartes de base ne comptent pas dans cette limite-là. Donc, à la fin d'un tour de jeu, si j'ai toutes ces cartes-là en main, j'aurai à défausser l'une de mes cartes pour respecter ma limite de cartes parce que la carte étourdissement compte dans ma limite. Par exemple, je vais avoir à défausser ceci. Je vais donc avoir mes 5 cartes plus mes 2 cartes avantage. Au fur et à mesure que la partie avance, c'est tout à fait possible qu'on se ramasse avec de plus en plus de cartes étourdissement dans les mains. Et si éventuellement on se ramasse à un point où l'entièreté de notre main est composée de cartes étourdissement, bien on va perdre la partie. On précise qu'on ne peut pas défausser cette carte-là. C'est d'ailleurs écrit sur la carte. On ne peut pas défausser cette carte-là par des effets normaux, des effets ordinaires du jeu. L'autre façon qu'on a de perdre la partie, ce sont les cartes blessures. Chaque joueur a une limite de cartes blessures qu'il peut avoir, qui est ici, qui est juste ici sur la carte, fait que le chiffre en bas du point d'exclamation. Si on a cette limite-là qui est atteinte, donc si j'ai 5 cartes blessures dans ma zone de jeu, bien, je vais également perdre la partie. Je précise que les blessures ne vont pas dans ma main. Au fur et à mesure que je vais les gagner, je vais tout simplement les placer dans ma zone de jeu devant moi. Et une fois que j'atteins ma limite, bien, je suis éliminé. Mon adversaire l'emporte. Maintenant, comment se passe un tour de jeu? La structure d'un tour de jeu, première chose qu'on va faire, tous les joueurs, s'ils en ont, les joueurs vont appliquer leurs effets de début de tour de jeu. Si on a des cartes passives, par contre, par exemple, dans notre zone de jeu, ou si on est empoisonné, des trucs comme ça. Et ensuite, les joueurs vont appliquer leurs effets d'avant-pige, s'ils ont un effet, encore une fois, actif qui indique d'appliquer ce type d'effet. En début de partie, on n'aura pas ça. Généralement, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va piger une carte du deck qu'on va ajouter à notre main. Pendant notre tour de jeu, on peut dépasser notre limite de cartes en main sans aucun problème. Quand les deux joueurs vont avoir pigé une carte, on va choisir quelle carte on veut jouer. Disons par contre, tiens, je voudrais jouer, allons-y avec cette carte-ci. Une fois qu'on a choisi sa carte, on va la jouer face cachée près du plateau. Notre adversaire va faire la même chose. Quand les deux cartes sont révélées, sont choisies, dis-je, on va les révéler et on va comparer leurs effets. Ça, c'est ma carte, c'est la carte de mon adversaire. Une fois qu'on va avoir résolu les effets en ordre d'initiative, l'initiative c'est le chiffre qui est en haut de la carte, donc on va résoudre cette carte-là en premier, cette carte-là en deuxième. Une fois qu'on va avoir résolu les effets en ordre d'initiative, on va défausser les cartes respectives de chaque joueur. On va regarder s'il y a des effets de fin de tour qui s'appliquent. En fin de tour de jeu, on va redescendre à notre limite de cartes en main. On voit que j'ai encore 5 cartes en main. Je rappelle toujours que les cartes de base ne comptent pas. Donc, je suis correct. Si j'avais eu plus de cartes en main à ce moment-là, il aurait fallu que j'en défausse. Donc, si j'avais gagné, par exemple, pendant mon tour, une carte étourdissement, mais j'aurais dépassé ma limite de cartes en main, il aurait donc fallu que j'en défausse une en plus pour respecter ma limite de cartes en main. Et quand tout ça c'est fait, on recommence un nouveau tour de jeu, tout simplement. Le détail vient évidemment de qu'est-ce qu'on peut faire avec nos cartes. Donc, on va passer tous ces effets-là tranquillement un à un. Première chose, les coups en focus. Si j'ai un coup qui est indiqué dans la carte à gauche ici, pour pouvoir la jouer au moment où je la place en initiative, où je la place face cachée pour déterminer ce qu'on va faire dans notre tour, je dois avoir ce nombre de jetons-là en focus, en réserve, pour pouvoir les dépenser. Donc, si je décidais de jouer cette carte-là comme carte, je dois avoir minimalement dans ma réserve un jeton de focus pour être capable de le dépenser. Certaines cartes, comme celle-ci, vont avoir un jeton de focus plutôt qui est imprimé sur la carte et non pas dans la frange gauche de la carte. Ça indique que je peux placer cette carte-là de face cachée et quand je vais la révéler, je vais pouvoir appliquer les effets de la carte et je déciderai à ce moment-là si je veux payer un point de focus pour déclencher l'effet supplémentaire qui est indiqué dans la carte. On voit par exemple que cette carte-là, il y a un petit point d'exclamation dans ces deux cases-là. Ça va rajouter un point d'exclamation dans cette case-là si je paie un point de focus au moment
où je révèle cette carte-là. Deuxième chose importante, le kama. Le kama, c'est l'espèce de posture de combat qu'on va avoir et qui est déterminée par des couleurs qui sont sur les cartes et ça fait référence à notre petite carte personnelle qui est juste ici. En début de partie, notre kama va être neutre et on va avoir beaucoup de cartes, comme celle-là me dit par exemple, une fois que je l'ai joué, je reviens à la position neutre. Certaines cartes vont m'indiquer que je peux changer de kama, par exemple ici, passer à un autre kama ou changer de kama jusqu'à une branche. Ça indique que je vais aller influencer sur cette carte-là. Quand on me dit que je passe à un kama, ben, je vais tout simplement aller sur la couleur du kama qu'on m'indique sur ma carte. Si c'est moi qui le choisis, j'ai le choix entre ces trois couleurs-là. Sinon, si c'est pas moi qui le choisis, la carte va m'indiquer sur quelle couleur je dois aller. Si ça me dit que je dois changer de kama jusqu'à une branche, ben ça indique que je vais suivre les lignes. Parfois, les lignes, je peux les suivre dans l'ordre de mon choix, comme c'est le cas entre ces deux-là. Alors que parfois, je peux aller seulement dans une ligne spécifique. Fait que si je monte, je n'aurai pas le choix. Je ne pourrai jamais revenir par le bas dans ce cas-ci. Et si en montant sur le kama, on passe sur une case de focus, on va gagner un point de focus et on va immédiatement poursuivre notre route. Dans notre cas, dans ce cas-ci, je ne peux pas continuer à monter, je vais donc descendre. Tandis que mon adversaire, lui, son kama, de la façon qu'il va fonctionner, il va partir d'ici. Une fois qu'il va changer, il va pouvoir aller là. S'il veut aller dans le rouge, ben, il va pouvoir faire un mouvement comme ça. Je gagne automatiquement un focus, puis ensuite, je m'en vais dans le rouge, parce qu'on ne peut jamais rester sur les cases qui représentent le focus. Si plus tard dans la partie, il dit change d'un kama, ben, il va pouvoir changer en repassant comme ça. Ça va lui redonner un autre focus et à partir de là, je vais pouvoir me diriger vers le rouge ou le jaune. Tandis que dans mon cas à moi, si je monte ici et il me dit change d'un kama, ben, tout ce que je peux faire, c'est de monter, aller chercher mon point de focus et de ramener sur la même case, étant donné que je ne peux pas traverser de cette ligne-là vu qu'elle pointe dans un sens spécifique. Par contre, s'il me dit passe au kama jaune directement, ben là, je vais pouvoir y aller. Puis à partir de là, je vais pouvoir naviguer entre ces deux kamas-là. Le kama, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça va influencer les cartes que je vais jouer. On voit par exemple cette carte-là, si je la joue, en plus des effets de blocage sur lesquels je vais revenir, bien, je vais déclencher un effet particulier si je suis dans le vert, ou je vais déclencher un effet si je suis dans le jaune. Et il y a beaucoup de cartes comme ça qui vont avoir des effets différents selon la couleur du kama dans lequel je me trouve. Généralement, le rouge est plus agressif, le vert est plus défensif ou équilibré, puis le jaune, c'est l'équilibré ou quelque chose comme ça. On a un petit rappel sur l'une de nos cartes de mémoire comme ça. Le rouge est agressif, le vert est équilibré et le jaune, c'est la détermination. Fait que beaucoup de nos cartes vont avoir différents effets selon la couleur du kama dans lequel on se trouve. Plusieurs de nos cartes vont également avoir un effet de déplacement. L'effet de déplacement, parfois, ce sont plusieurs flèches qui indiquent dans quel sens on peut se déplacer. Parfois, ça peut être dans n'importe quelle direction. Certaines cartes vont nous dire dans une seule direction. Les flèches sont parfois noires, parfois blanches. Noir indique que le déplacement est obligatoire, blanche est optionnel. Par exemple, si je jouais cette carte-ci, ben, ça m'indique que je peux me déplacer à droite, en avant ou à gauche. Très important, on va toujours respecter l'orientation de son combattant. On a une petite flèche sur la base de notre personnage. Ça indique que c'est là l'avant du personnage. Quand on se déplace, on ne change pas l'orientation du personnage. Un autre effet qui revient souvent, c'est justement l'effet de changer d'orientation. Dans ce cas-ci, je me déplace de 1 et si je suis dans un kama vert, je peux changer l'orientation une fois. Je pourrais me tasser par exemple comme ceci pour que ma flèche soit plutôt vers le haut à droite. D'autres cartes vont me dire que je peux changer l'orientation plus d'une fois. Parfois, je vais choisir mon orientation. Parfois, je vais même changer l'orientation de mon adversaire après avoir fait mon déplacement et ou mon propre changement d'orientation. Maintenant, comment fonctionne une attaque? Disons que dans mon exemple, je suis le joueur qui a joué cette carte-là. Mon adversaire a joué cette carte-là dans la même manche. J'ai donc une initiative de 5, il a l'initiative de 4. Je joue en premier. Nos cartes vont être placées comme ça sur le bord du plateau. Ça indique que je peux me déplacer de 1. Je me déplace comme si je suis présentement dans un kama vert, ce qui fait que je peux déclencher le deuxième effet qui me permet de changer mon orientation d'1. Et ensuite, on me dit attaque. Je sais que c'est une attaque parce que c'est une carte attaque et parce qu'il y a un petit point d'exclamation dans la zone que j'attaque. Ça indique donc que ce personnage-là, devant lui, inflige un point de dégâts. Mon adversaire n'a pas joué de carte de défense, fait que dans ce jeu-là, quand on inflige un point de dégâts, on fait simplement prendre une carte blessure et on le donne à l'adversaire en question. Il a sa première blessure du jeu. Ça m'indique, si j'ai réussi, il y a beaucoup de cartes qui vont avoir l'effet si réussi. Ben, j'inflige un effet supplémentaire. Un petit casque de samouraï comme ça indique mon adversaire.
je l'étourdis. Fait que si j'ai réussi à l'attaquer, en plus je l'étourdis. Donc je vais lui donner une carte étourdissement qui va rajouter à sa main de carte, ce qui veut dire qu'il va avoir en fin de tour à respecter sa main de carte en incluant la carte étourdissement. Les attaques vont fonctionner généralement comme ça et les attaques n'infligent pas toujours des dégâts. Parfois, par exemple comme cette carte-ci, ma carte attaque n'inflige pas directement un dégât, elle n'inflige que des cartes étourdissantes. Cette carte-là d'ailleurs est imbloquable. On va revenir dans quelques instants comment on fait pour bloquer les cartes. Il y a même un effet très rare, c'est pas toutes les cartes qui ont ça, qui sont un effet d'exécution. On va l'avoir avec l'espèce de masque de démon comme ça ici. Si on réussit à jouer un effet d'exécution sur un joueur adverse, on gagne automatiquement la partie. S'il ne l'a pas bloqué, il est éliminé. Et quand on regarde les decks, parfois nos attaques font 2 points de dégâts plutôt que 1. Parfois nos attaques sont à distance selon les types d'armes et d'armures et d'objets qu'on va avoir dans notre deck. Parfois, comme on voit ici, en ligne droite, 1-2 de dégâts en face de moi. Lui va faire un effet différent qui est un effet d'hémorragie. Les effets d'hémorragie, on va les retrouver à l'endos des cartes blessures. On va avoir l'icône puis l'effet d'hémorragie. Ça compte donc comme une carte blessure, mais en plus, il y a un effet négatif qui s'ajoute. Fait qu'il va y avoir toutes sortes d'effets différents qu'on va pouvoir faire au moment où on résout nos différentes cartes attaques. Mais grosso modo, pour résumer, une attaque, tout ce qu'on a à se faire, c'est de se mettre dans la bonne position, d'avoir notre adversaire dans l'une des cases qui est touchée par l'attaque, puis à jouer cette carte-là. Évidemment, les attaques peuvent être bloquées. Donc, disons que si mon adversaire, je reviens, j'étais dans cet exemple-ci, si mon adversaire, au moment où je joue cette carte-là, au lieu d'avoir joué la carte que j'ai montée précédemment, a joué cette carte-ci. On voit que cette carte-ci, c'est des cartes à initiative variable. Comment fonctionne une carte à initiative variable? En ordre inverse d'avantage, les joueurs qui ont une initiative inverse, une initiative variable vont choisir leur initiative. Dans ce cas-ci, mon initiative est fixe, donc mon adversaire, c'est le seul qui va avoir à choisir une initiative. Si les deux ont joué une carte d'initiative variable, ce serait le joueur bleu, dans ce cas-ci, moi qui choisirais mon initiative en premier, puis ensuite, lui pourrait choisir son initiative pour réagir à ce que je fais. Dans ce cas-ci, ce qu'il faut se rappeler, c'est que pour qu'un bloc fonctionne, on voit ici c'est une carte de défense avec des boucliers, il va donc pouvoir bloquer une attaque. Pour qu'un bloc fonctionne, il doit être sur la même initiative exactement que l'attaque. Donc si je choisis une initiative de 4, 6 ou 7, il ne bloquera pas mon attaque. Si je choisis une initiative de 5, il va pouvoir la bloquer, ce qu'évidemment, il va faire. Donc si on les oppose, je joue ma carte, je fais la même chose que précédemment, je joue, je tourne, je m'attaque. Évidemment, peut-être que je changerai d'idée, étant donné que lui a un effet différent. Mais là, lui, quand il va, sa carte de blocage, va venir en tenir compte. Fait que lui va pouvoir se tourner comme il le veut. Il se tourne pour me faire face. Et comme maintenant, il me fait face, mon point d'exclamation est bloqué par son bouclier. Ça ne fait rien. Donc, lui, il a un effet de blocage. En plus, certains effets de blocage vont avoir un effet de contre-attaque. Ça, c'est l'icône de contre-attaque quand il y a un blocage suivi d'un chiffre précis. Si le bloc se fait exactement à cette initiative-là, ça va pouvoir lui permettre de jouer une carte d'attaque en échange. Dans ce cas-ci, il doit être dans un cama jaune. Fait que si mon adversaire est dans un cama jaune et il me bloque l'attaque avec cette carte-là, ça va lui permettre immédiatement de jouer une carte d'attaque de sa main, de son choix. Peut-être qu'il pourrait jouer par exemple cette carte-là. La seule restriction qui est à faire, évidemment, là, dans mon cas, ça ne fonctionnerait pas. La seule restriction, c'est que sa carte d'initiative doit être après l'initiative qu'il a jouée au moment de bloquer. Il a bloqué avec une initiative de 5. Il doit donc jouer une carte qui a un maximum de 4 d'initiative. Et il doit jouer une carte d'attaque. Il ne pourrait pas jouer par exemple une carte de méditation ou une carte de défense. Donc, par exemple, il pourrait jouer cette carte-ci, qui est une entaille au katana, qui fait un dégât à la personne qui est face à lui, permet de changer d'orientation avant s'il le veut. Il doit défausser une carte pour la jouer. Fait qu'après avoir bloqué avec ça, il pourrait me jouer l'attaque au katana. Il m'inflige un dégât, étant donné qu'il a réussi à bloquer à 5 ou à 6 et qu'il est dans un cama jaune. S'il n'est pas dans un cama jaune, il bloque quand même mon attaque, mais ça ne lui permet pas de jouer une contre-attaque. L'une des dernières choses qu'il me reste à dire, ce sont les cartes de base. On va avoir différentes cartes de base, sont indiquées par une bande rouge, comme je l'ai déjà dit. Les cartes de base ont tout le mot-clé « défausser une carte ». Fait que pour pouvoir la jouer, il faut défausser une autre carte de notre main. Et ces cartes-là ne sont pas défaussable, justement. Fait qu'une fois qu'on l'a joué, elle va automatiquement revenir dans notre main. Fait que la carte de base, on peut la jouer à tous les tours si on veut. On a généralement une carte qui représente notre personnage, fait qu'une habileté du personnage, et une carte qui représente notre arme. Fait que ça, c'est ma carte Nanjinata, fait qu'elle me permet d'attaquer d'un peu plus loin.
Et cette carte-là, je pourrais la jouer à tous les tours si je le veux. Ce à quoi mon adversaire doit être averti parce qu'il sait que je peux l'attaquer relativement de loin avec cette carte-là. Là, il y a beaucoup d'autres effets qui peuvent se passer avec les cartes. Je les passerai pas tous un par un. Mais tu sais, pour aller faire différents exemples, parfois on va pouvoir pousser l'adversaire, ce qui va permettre potentiellement de le pousser dans des éléments de décor. Les instructions indiquent qu'est-ce que chaque élément de décor fait si on se fait pousser dedans. La plupart du temps, on reçoit une carte d'étourdissement. Parfois, on reçoit des cartes d'entrave aussi qui vont perdre notre initiative le temps qu'on les a, puis on va les avoir 4 tours de jeu. Il va y avoir des effets qui vont permettre de changer qui a l'avantage. Il y a des effets qui vont permettre de tirer l'adversaire. Il y a des cartes qui ont 2 initiatives, qui vont faire quelque chose à 6 initiatives, puis que plus tard dans le tour de jeu, va refaire quelque chose à 5 d'initiative. Il y a différentes cartes qui vont pouvoir donner du poison. Fait qu'il y a plein d'effets que les cartes vont permettre de piéger des cartes pour se guérir, des trucs comme ça. Fait qu'il y a plein d'effets qui peuvent se faire. Ici, c'est l'icône d'entrave. Comme je dis, je ne le passerai pas toutes, mais on a une carte d'aide de jeu qui explique assez bien qu'est-ce que tous les icônes vont faire. Et on a évidemment la ligne d'instruction qui va détailler chacun de ces mots-clés-là, chacun de ces icônes, qu'est-ce qu'il fait et comment il fonctionne au besoin. Mais de façon générale, si on suit clairement les étapes de chacune des cartes, c'est assez simple de s'y retrouver, à savoir qu'est-ce que toutes les actions font. Les 2 dernières choses que je vais dire, premièrement, la piste avantage. Son autre utilité, c'est pour déterminer qu'est-ce qu'on va faire en cas d'égalité d'initiative. Fait que si 2 joueurs jouent une même carte avec le même chiffre d'initiative exactement, on va toujours résoudre en premier les cartes défense, ensuite les cartes attaque, ensuite les cartes méditation, puis ensuite les cartes de base s'il y en a qui ont été jouées. Et si, comme c'était mon exemple, 2 cartes du même type sont jouées en même temps, c'est celui qui a l'avantage qui va jouer sa carte en premier. Fait que ça va lui permettre potentiellement de sauter du chemin de l'autre ou de manœuvrer à sa guise avant que l'autre puisse activer sa carte. Et la dernière chose, ce sont les cartes remplacement flash. Les cartes remplacement flash, c'est les cartes qui vont être indiquées avec cette icône-là, fait qu'une espèce d'éclair, soit qu'on ajoute comme ça, soit une éclair avec un plus. Commençons par ce type-là. Ce sont des cartes qu'on peut jouer pour remplacer sa carte d'initiative. Fait que si par exemple je jouais ceci, mon adversaire, comme dans ce que je viens de dire, joue cette carte-là. Comme il a l'avantage, je sais qu'il va jouer avant moi, ça fait pas mon affaire, mais je pourrais dire, moi je vais jouer cette carte-là à la place. Fait que je vais la jouer par-dessus, et on va toujours procéder en ordre inverse d'initiative. En ordre inverse, dis-je, d'avantage. Fait que comme c'est moi le dernier en avantage, dans la phase où on révèle nos cartes, je dirais, moi je vais jouer une carte à remplacement flash pour remplacer la carte que j'ai jouée, et mon adversaire, comme il est en avant de moi en avantage, il aurait lui aussi l'occasion d'en jouer une. Disons qu'il ne la joue pas, ensuite on résout nos cartes, et cette fois-ci, c'est moi qui viens de gagner l'initiative avec un effet différent, étant donné que j'ai remplacé ma carte. Dans la fin de tour de jeu, les 2 cartes seront défaussées, puis on se rappelle que j'en pige juste une par tour. L'autre type de remplacement flash, c'est quand ça vient avec un petit plus comme ça. C'est des effets qui vont pouvoir se jouer, ces cartes-là n'ont pas d'initiative, c'est des effets qui vont pouvoir se jouer en plus d'une autre carte. Et ça va être écrit sur la carte quand est-ce qu'on peut la jouer. Pour pouvoir jouer cette carte-là, je dois être dans mon karma agressif. Fait que dans mon cas, présentement, je pourrais même pas la jouer. Mais si j'étais comme ça ici, ça m'ouvrirait l'opportunité de jouer cette carte-là. Ça me donnerait l'opportunité de jouer cette carte-là. Et si j'ai réussi une attaque, je pourrais ajouter cette carte-là pour que l'adversaire remplace l'une de ses cartes blessures en jeu par une carte hémorragie. Fait que ça lui ferait retourner l'une de ses cartes. Fait que tout de suite après avoir fait cette carte-là, je pourrais dire, je rajoute cette carte-là, ta carte blessure que tu viens de gagner ou l'une que tu as gagnée précédemment, tu la retournes maintenant en hémorragie. Fait que ça, c'est les cartes flash. Petite règle de plus pour la route, quand tu joues ta carte, quand les 2 joueurs jouent leur carte avant de les révéler, si tu le veux, si ta main commence à être remplie de cartes étourdissement, comme si je commence mon tour comme ça, mais je vois que j'ai 4 cartes étourdissement, si j'en ai une autre, je pars la partie, je pourrais décider comme carte face cachée de jouer une carte étourdissement. Là, à ce moment-là, les 2 joueurs vont révéler leur carte. Moi, je n'ai pas d'initiative, je ne ferai rien dans mon tour de jeu, mais la carte, je vais la défausser. Là, mon adversaire, lui, va pouvoir jouer sa carte normalement, fait que potentiellement qu'il m'inflige une blessure parce que je me défends pas, je fais rien. Mais il peut y avoir des situations où c'est intéressant de faire, fait qu'en fin de partie, quand je vais repiger, je vais pouvoir piger une carte normale. Au début du tour suivant, je vais pouvoir piger une carte normale et la garder dans ma main. Maintenant, recommencer à rouler à 2 cartes parce que j'ai un peu moins de cartes étourdissement dans mon deck. C'est assez difficile à placer, mais parfois, si on réussit à s'éloigner un peu puis notre adversaire ne court pas trop après, on peut prendre une chance puis jouer 1 ou 2 cartes étourdissement, 1 ou 2 tours consécutifs pour s'en débarrasser
un peu. Et pour survoler rapidement la règle de construction d'un deck de combattants, on va avoir 4 catégories de cartes qui sont en quelque sorte une espèce de niveau de puissance de la carte. On va avoir les cartes brunes qui sont les cartes de bois, qu'on peut en avoir 3 exemplaires de chaque. Les cartes d'acier, je pense. Les grises, on peut en avoir 2 exemplaires de chaque. Les cartes d'or, on peut en avoir 1 exemplaire de chaque. Puis les cartes de jade, on peut en avoir juste 1 exemplaire, mais on peut en avoir juste 1 dans tout notre deck. Fait que je pourrais même pas prendre ces 2 cartes-là. Il faudrait que je choisisse laquelle des 2 je vais inclure dans mon deck. Moi, j'aime beaucoup celle-là, d'ailleurs, du Renin, soit dit en passant. Les autres cartes, il y a d'autres petites règles à décider. Il y a certaines cartes qu'on va choisir qui est notre arme, fait que ça va déterminer une carte de base. Les cartes de base, soit dit en passant, ne comptent pas dans la limite de 40 cartes qu'il doit y avoir dans le deck. Et le livre d'instruction nous précise des écoles de combat, des écoles d'entraînement qu'on peut suivre. Fait que si je choisis l'une de ces écoles-là, ça va me permettre d'inclure ces séries de cartes-là à l'intérieur de mon deck. Si je ne choisis pas l'une de ces écoles-là, je ne peux pas placer ces cartes-là à l'intérieur du deck. Et la compagnie garde un modèle à jour de différentes écoles de combat qu'on peut avoir avec les extensions, etc. Fait que ça permet de faciliter un petit peu les règles de construction de deck. Certaines cartes sont génériques, peuvent aller dans le deck de n'importe quel joueur. D'autres cartes sont spécifiques au joueur à un combattant en question. Fait que cette carte-là, n'importe qui pourrait la prendre, mais cette carte-là, il y a juste le Renin qui peut prendre la carte Viser les chevilles ou la carte Charge du bœuf. Fait que donc, puis on a, chaque joueur vient avec, chaque famille vient avec dans le livre d'instruction pour les personnages de base, sur des cartes pour les personnages d'extension, vient avec des suggestions pour construire nos premiers decks, pour qu'on soit capable de se débrouiller dans un premier combat. Et ça fait le tour de Sonjutsu. Fait que donc, si je vais avec les règles, je commence avec les composantes comme d'habitude. J'aime beaucoup la petitesse du plateau de jeu. J'aime beaucoup les figurines, je les trouve très bien faites. Je suis un peu moins fan des standees, particulièrement, même si je les trouve super beaux, honnêtement. Je trouve que ça a vraiment de la gueule, ça, sur un plateau de combat d'un jeu japonais de duel. Ils n'ont pas prévu d'espace dans la boîte, parce que la boîte, c'est une boîte de taille quand même traditionnelle. Ils n'ont pas prévu d'espace dans la boîte pour les garder montés. Fait qu'il faut toujours les faire, les défaire. Puis il y a certains des standees qui sont déjà, si j'ai même pas 10 parties jouées, puis si j'ai déjà des bases qui commencent à être maganées puis qui commencent à être fragilisées parce que je dois toujours les faire, les défaire, ça finit par les abîmer. C'est peut-être la seule chose qui me déplaît au niveau des composantes, parce que j'aime bien. Les cartes sont pas d'une super qualité, mais sont quand même correctes, mais c'est sûr que je vais avoir les slivés parce que tu brasses, tu composes tes decks, tout ça. Les jetons, les figurines, tout est correct. Ce que j'aime pas, c'est vraiment la boîte qui n'a pas prévu d'espace pour rien. Il y a une espèce d'insert pour les figurines en plastique de base du jeu, mais dès que tu rajoutes une extension, il n'y a plus rien qui rentre là-dedans. Puis il n'y a pas il n'y a pas de place pour garder des decks déjà faits, par exemple. Il y a juste 3 gros espaces pour mettre toutes les cartes. Fait que c'est vraiment une boîte de type jette l'insert puis arrange ça comme tu veux selon les extensions que tu as. Je précise aussi au niveau des composantes que j'ai 2 ou 3 extensions déjà inclus dans ma boîte avec quelques personnages comme Yojimbo ou Musashi, puis quelques autres personnages que j'aime bien, qui sont intéressants. Ils sont pas plus forts que les personnages de base. J'ai trouvé jusqu'à maintenant, mais ils amènent tous 2-3 éléments de décor. Des nouveaux éléments de décor puis quelques règles additionnelles, ce que je trouve sympathique. Il y a vraiment, dernière chose, je vais dire, ces composantes, il y a vraiment beaucoup de cartes pour pouvoir composer ces decks. C'est quelque chose que j'aime bien. Je suis pas un expert, je suis pas très bon dans le genre de jeu que je peux construire mes propres decks, mais j'aime essayer des trucs puis essayer de composer. Fait que c'est le fun de dire, je construis un personnage autour d'un enginateur, fait que j'essaie d'avoir juste des attaques de loin et des trucs comme ça, puis de garder mon adversaire à distance. C'est fort agréable. Au niveau des règles, c'est un jeu qui s'apprend rapidement, c'est un jeu qui s'explique assez rapidement, puis c'est un jeu qu'on pogne comment le jouer, puis qu'est-ce qu'on doit faire dans notre tour de jeu en 2-3 tours de jeu. Les parties sont une trentaine de minutes, 45 peut-être, les parties que j'ai jouées, maximum avec toutes les explications. Les premières parties tournent autour de 40 minutes, maintenant c'est 20-30 minutes une partie, fait que le temps de jeu sur la boîte, on dit 20 minutes, c'est assez proche de la réalité, mais 20 minutes c'est quand même des joueurs habitués par contre. Mais j'aime beaucoup la fluidité du jeu, la façon dont ça se passe. On pige une carte au début de nos decks, on joue nos 2 cartes, on les révèle, on y va dans l'initiative, en cas d'initiative égale, on va regarder la piste d'avantage. Si tu as une carte de défense, ça te permet de choisir ton initiative par rapport à ton adversaire. Souvent, ça te permet de faire des contre-attaques, fait que c'est intéressant de jouer ces cartes de défense. Puis on essaie de manœuvrer pour contourner son adversaire, puis se placer dans tes positions où on peut faire ses attaques les plus fortes. On a 2-3 cartes très puissantes dans notre deck, les cartes avec la couleur de jade, entre autres, qui permettent des fois de faire des grosses attaques de dos. J'ai un des personnages qui peut assassiner d'un seul coup, qui peut tuer d'un seul coup s'il place son adversaire exactement à la bonne position, qui réussit à avoir l'initiative, puis qui réussit à jouer sa carte. Fait que j'aime beaucoup la fluidité, puis j'aime beaucoup le fait que les cartes te donnent différentes possibilités.
selon le type de kama dans lequel tu vas te placer. Fait que si tu joues très agressif ou tu joues très défensif, tu peux choisir une couleur. Si tu es dans l'orange, généralement tes cartes, tu vas jouer des effets où tu vas attaquer plus, tu vas faire des dégâts d'étourdissement, tu vas attaquer une case de plus quand tu attaques sur une case. Fait que c'est intéressant. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le système de règles, mais je dois dire que je suis un fan d'un système de duel de combat comme ça. Fait que c'est quelque chose qui me parlait, puis la thématique me parle énormément. J'adore cette thématique-là. Fait que c'est quelque chose, moi c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Il rentre dans mes jeux de l'année fort probablement. Il rentre probablement dans mon top 100. Tellement que j'aime ce type de jeu-là, puis que j'avais pas encore un jeu de combat, de duel à saveur japonais, samouraï, ronin, etc. Je vais probablement finir de me procurer toutes les extensions, mais vraiment le petit card play qui roule de façon, que je trouve de façon fort intéressante. Puis le jeu ne peut pas s'éterniser parce qu'il y a une règle, je pense pas l'avoir précisé dans les règles des conditions de victoire, mais une fois que ton deck est vide, à chaque fois que tu es censé piger une carte, à la place tu ramasses une carte blessure. Fait que si tu défausses plein de cartes pour différents effets, ça va te finir par te coûter cher en fin de partie. Donc, simple, efficace. Si t'aimes les jeux de type skirmish, les jeux de type duel, pour moi, c'est une belle trouvaille. En anglais, il n'est vraiment pas dispendieux. En français, il est un peu plus les prix que j'ai vus. Mais t'as quand même plein de mini. J'ai quand même pratiquement tout ça de mini, juste avec base et extension. Fait que ça en fait pas mal. On les voit pas, on les a vus. Ça en fait pas mal. Donc voilà, si tu cherches un bon jeu de skirmish, saveur japonaise, un jeu de duel qui se joue rapidement, qui prend pas de place, littéralement, tu as les deux decks, tu as un tout petit plateau comme ça, puis il y en a un deuxième plateau qui est un espèce de pont qu'on va commencer aux extrémités puis qu'on va se tapocher dans le milieu. Fort réussi. Pratiquement rien de négatif à dire à part que la boîte ne sert pas à grand chose. Sur ce, je te dis bye, je te souhaite une excellente fin de journée et avant de te dire bye, je t'invite à venir t'abonner sur notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, venir nous visiter sur Facebook, sur Instagram, peut-être même venir nous supporter sur Patreon pour que l'on puisse continuer à te fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. So, ciao, à la prochaine. Fais attention à toi.